Mademoiselle Génie, le premier patient est-il arrivé? Oui, tout à fait, docteur Simès. Bonsoir, monsieur Thierry Beccaro, c'est ça? Oui, bonsoir. Oui. Vous savez, j'ouvre dans la salle d'attente du cabinet de docteur Simès un atelier psychologie de comptoir. D'accord, Oui. oui. Vous voulez voir comment ça marche? Bah écoutez, oui. D'accord. Vous avez sorti un livre l'année dernière, Je suis née à 17 ans. C'est Oui, bien ça? oui. Où vous racontez les maltraitances que vous avez subies enfant. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais. Dans le cadre de mon atelier psychologie de comptoir, d'accord, je lance cette réflexion en l'air comme des confettis. D'accord. Vous êtes sorti du silence et juste après, vous avez arrêté votre émission télé Motus. Motus. Oui, je vois, d'accord. Je vous laisse réfléchir là-dessus, Ok. d'accord? Oui. On reviendra plus tard. Docteur Simès, Monsieur Beccaro est là et je pense que je l'ai un peu déstabilisé. D'accord. Vous pouvez y aller. Bonjour. Je vous en prie, monsieur Thierry Beccaro. Merci de votre confiance. Alors, je suis ravi de vous recevoir parce qu'on va parler de votre nouvelle pièce. Faut que ça change. Oui, en On va tournée, voir oui. que vous jouez actuellement partout en France avec votre partenaire Anne Richard. On va voir que pour vous aussi, le changement, c'est quand même maintenant. Vous savez ce que c'est, le changement, hein, changement de vie. Vous imaginiez au début que vous resteriez combien? 29 ans à l'animation de Motus? On dirait le Jeanne Calment de la télé, là. C'est vrai, hein, Et là, c'est les étudiants en médecine là, qui sont derrière là. Ah, s'ils sont étudiants, ils ont raté quelques années, là, parce que... Non, mais c'est... Alors, disons que celui qui veut présenter un jeu aujourd'hui qui durera 30 ans, Déjà, s'il arrive à 29 jours, voilà, c'est déjà pas mal. je lui souhaite bonne chance. Ouais. Et c'est ce dont je suis le plus fier. Et vraiment, c'est d'avoir, pour un jeu que j'ai signé, je le rappelle, pour 2 mois, juillet-août 90, sans savoir que le jeu allait remporter le succès qu'il a rencontré quand même. Oui, et surtout que, contrairement à Michel Drucker, qui présente l'émission depuis 22 ans, mais assis, vous étiez debout pendant 29 ans en plus. Voilà, Donc c'est ça. Il y a que sur la fin, je commençais, je me disais peut-être que ça serait bien que je m'assoie un peu. Alors, figure de la télé, oui, mais comédien, j'allais dire que c'est votre vrai métier. J'ai toujours fait ça en parallèle. J'ai toujours, depuis plus de 30 ans, j'ai eu cette chance de mener de front les 2 carrières, quoi. Vous avez quand même joué dans plus d'une vingtaine de pièces, hein, dont le célèbre Boing, Ah ouais, ça, qui a fait un carton pendant des années. En fait, à chaque fois que vous travaillez quelque part, ça dure pendant des décennies, enfin, votre truc. Ouais, moi, je signe pas moins de 5 ans. Si ça dure pas 5 ans, je prends pas. Ok, on va ouvrir votre dossier médical, si vous Vous voulez. avez ça, d'accord. Alors, on va commencer par votre nom, Beccaro. C'est un nom qui sent bon l'Italie et plus précisément le Piémont, belle région du nord-ouest de la péninsule. Alors, vous l'écrivez dans votre livre, hein, dont on va parler, bien sûr. Je suis né à 17 ans. Beccaro, ça signifie en patois local celui qui aime bien embrasser. Embrasser quoi? La carrière professionnelle, les femmes, tout? Les deux. Je deux. me suis très bien débrouillé tout au long de ma vie avec ce nom. Ouais. Becciare. Et vous, mais vous vous serviez de ça pour draguer? C'est l'héritage, c'est terrible pour ça. non, Parce que pas du c'est tout, non, les non. Italiens, ils sont là. Même le nom, vous vous serviez de ça pour draguer? Non, j'aurais pu draguer et j'aurais pu avoir beaucoup plus de succès, mais- mais j'étais bouffé par mes problèmes et tout ça. Donc, On va en parler, mais ça, c'est une fausse excuse. Tous les Italiens disent que ce ne sont pas des dragueurs. voilà. Tous. Donc, Ils sont là, ils disent oui, moi ça m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Ma viens me Voilà. prendre un verre. Hein? Alors- Alors, j'étais un séducteur, on va dire. Ah, voilà, un séducteur quand voilà. même. Ah, voilà, quand même, il l'avoue. Alors, pourquoi vos enfants vous appellent Charles Bronson? Oh là, ça c'est bien, c'est une bonne question ça. Parce qu'il m'arrive d'assister à des scènes qui me font un peu mal. Et je suis intervenu une fois, par exemple, j'étais en train de déjeuner avec ma femme et j'ai assisté à une scène à côté dans un restaurant, un père qui gifle son gamin. Ça, ce sont des choses qui ont tendance à me révolter. Une fois qu'on connaît un petit peu Votre histoire, on va en parler. mon passé, donc je me suis levé et donc ma femme Emmanuel me dit non, attends, voilà. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir intervenir et que je me dis que parfois ça pourrait être dangereux, mais pas au point d'être Charles Bronson, mais de temps en temps on aimerait bien pouvoir régler ses comptes devant des situations qui moi me mettent très mal à l'aise, quoi. Votre âge, 45 ans. Vous savez pourquoi je vous dis ça?
Non. 63 moins 17, vous êtes né à 17 ans. Ah, c'est 63, génial. c'est votre âge, moins 17, ça fait 45, Ouais. non? Ou alors, moi, je dis souvent, j'ai 17 ans de rabat. Donc, administrativement, vous êtes né le 19 octobre 1956. Alors, vous êtes né à l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Saint-Mandé. Qu'est-ce que vous foutez Oui, dans je un me suis hôpital posé militaire? très longtemps la question, Ouais. mais ma mère était militaire. Ma mère a été une des premières femmes militaires quand la Seconde Guerre s'est terminée, parce que moi je suis né dans les années 50, hein, on n'est pas très loin de la fin de la guerre, et l'armée recherche des femmes. Donc ma mère va travailler à Ballard. Elle est télexiste au ministère de l'Air. Et elle, Ah oui, vous êtes télexiste à l'époque. Ouais, alors on ça me faisait des fascinait, téléx, cette juste après le morse, quoi. Hein. voilà, ouais. Votre père, dont on va bien sûr reparler, était un très bel homme aux faux airs d'Errol Flynn. Il était ouvrier chez Renault. Ouais. Ensuite, il est devenu vendeur de voitures chez C'était Volvo. mon père était un homme. Il m'a fait vivre ce qu'il m'a fait vivre. On y reviendra, mais c'est aussi un mec vachement bien, très classe. Errol Flynn et Don Diego de la Vega. Un peu le Zorro, un peu ce personnage qui rentrait de l'usine, il était nickel. Ma mère était toujours très impressionnée. Il y avait rien, aucune trace de cambouis sous les ongles. C'était vraiment. Et puis il a fait son chemin parce que c'est quelqu'un qui voulait sortir un peu de sa condition. Et après il vendait des voitures et c'était un sacré vendeur, quoi. Il vous aurait vendu du sable dans le désert, quoi. Vraiment, il était assez remarquable. On va en reparler bien évidemment de votre père. Alors, vous mangez toujours des fruits de entrailles bénies? Ah, ça, c'est magnifique, ça. Quand j'étais chez ma grand-mère pendant quelques années, tous les soirs, on faisait la prière. On faisait le « Je vous salue Marie ». « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et à un moment donné, et arrivait la phrase et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni ». Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce fruit? C'est quel arbre? Le fruit de vos entrailles ébénies. Qu'est-ce que ça pouvait bien être, les entrailles ébénies? C'est vrai que ça a été compliqué, la religion. Ouais, vous avez eu du mal. Est-ce que vous avez des tocs ou des manies? Non, je suis pas sensible à ça. Quand je suis au théâtre, je peux avoir ce type de réflexe, c'est d'aller toucher tous les accessoires dont j'aurais besoin. Il y a une petite superstition comme ça. Alors, moi, on m'a dit que vous affichiez parfois les paroles de chansons populaires des années 70 dans votre loge. À chaque nouvelle session de Motus, j'avais juste avant l'entrée, là, juste ici, Ouais. derrière, il y avait... Pour que vous chantiez? Le Normand et tout ça. Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, et souvent tu chantais. Très bien. Oh, Pas mal, hein. yesterday. Alors, vous connaissez bien les chansons parce qu'au début, votre métier, c'était de noter les chansons qui passaient sur Radio France pour que les Ouais. auteurs, les artistes puissent toucher les Ouais, droits. ça a été mon premier job. J'étais au fond du studio. Et quand une chanson passait, le technicien me remettait à l'époque le vinyle et je notais les références du disque. Et tout ça, ça part à la SACEM, mais ça permet aux artistes de vivre. J'étais très heureux parce que la musique, ça a une place très importante dans ma vie. Vous avez dit un jour que vous étiez passionné de train, que vous rêviez d'aller à New York en paquebot. Vous êtes phobique de l'avion ou pas? J'ai eu très peur de prendre l'avion, ouais. Vous avez eu ou encore? J'ai eu peur de beaucoup de choses, mais j'ai pris l'avion très tard. Moi, j'ai dû prendre la première fois que j'ai voyagé, j'étais à Radio Bleu, qui est devenu France Bleu maintenant, et on est allé à Nice. C'était mon premier voyage et ma première belle impression. Alors la trouille, évidemment, mais c'est arrivé comme ça avec les odeurs, le soleil, etc. Mais Vous avez une photo de votre grand-mère quand vous prenez l'avion avec vous? ouais. Elle est avec moi dans mon passeport. Elle est là en permanence, quoi. Elle est avec moi. Vous avez aussi la phobie des week-ends. Moi, je vous demande si vous avez des tocs ou des phobies. Vous me dites non, aucun. Ah, Et j'en ai une liste, là, on peut passer 2 heures Michel, dessus. Hein. docteur. Oui. TOC, trouble obsessionnel compulsif. Oui. Ça, non. Non, vous êtes obsédé, mais pas toc. Mais oui, c'est vrai que les week-ends, les vacances, tout ça, c'est... Et ça vient de votre enfance parce que vous étiez seul, vos parents ne s'occupaient pas beaucoup de vous et qu'il fallait vous occuper ou pas? J'ai été très seul, trop souvent tout seul. Le week-end, c'était pas forcément le jour le plus joyeux à la maison. Voilà. Mais si je peux bosser le week-end, moi, je suis ravi. Vous aimeriez que le week-end ressemble aux autres jours de la semaine, en gros. Ouais, absolument. Ouais. Je vois que vous avez eu de la spasmophilie et pire, de la tétanie il y a quelques années. Ouais, j'ai connu ça. Ouais, ça c'est.
Ça se traduisait comment? Cette espèce de fourmillement qu'on a dans tout le corps, autour de la bouche, avec les muscles qui se contractent. Voilà, vous ne pouvez plus rien faire et c'est vraiment quelque chose de très angoissant dont je peux parler maintenant puisqu'il m'est arrivé d'aider une ou deux personnes comme ça qui en étaient victimes parce que je sais comment il faut procéder pour dédramatiser la situation parce que c'est souvent lié à des stress, à des contrariétés, à des problèmes qu'on n'a pas bien gérés et tout ça, donc une espèce d'envahissement. Alors, effectivement, et on ne connaît pas la cause de ces contractions musculaires. Alors la spasmophilie, c'est petite, mais la tétanie, c'est quand même quand on a des grosses contractures. Vous avez raison, on dit que le plus souvent, c'est d'ordre psychologique. Est-ce que vous avez fait des crises de spasmophilie avant de rentrer sur scène? Il m'est arrivé une ou deux fois d'avoir cette espèce de démarrage, de commencer à avoir des fourmis dans les mains, mais j'ai fait le travail nécessaire pour comprendre, ce que je vais appeler ça mes démons. Donc je sais les reconnaître. C'est-à-dire que nous jouions il y a quelques années, je faisais de bois d'Anguin dans le fil à la patte. Et juste avant de rentrer sur scène, là, j'ai été pris par c'est commencé le fourmillement comme ça, qui est très angoissant. Mais comme j'ai fait le travail sur le divan et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait et tout, c'est très simple. De bois d'Anguin, il n'a pas de fourmis dans les mains. De bois d'Anguin, c'est un cavaleur. Il n'a qu'une chose à faire, il rentre sur scène, il faut qu'il se débarrasse de sa maîtresse. Voilà, j'essaie de me dire, voilà, c'est pas toi. De bois d'Anguin, il n'a pas ces problèmes-là et tout, donc tu deviens quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on fait du théâtre, hein, c'est pour changer de peau et changer de costume. Donc c'est pas pour arriver sur scène avec de la spasmophilie. Et... Ah, vous savez que la spasmophilie, c'est typiquement français. Hein. Ailleurs, ce sont ce qu'on appelle des attaques de panique, hein, puisque c'est d'ordre psychologique, mais il n'y a qu'en France qu'on parle de ça. Marié, vous avez parlé de votre femme tout à l'heure, Emmanuelle Lannes, 20 ans que vous êtes avec elle. Là aussi, hein, ça dure. Hein. Moins de 5 ans, vous ne prenez pas non plus. Hein. Et vous avez 3 enfants. 3 enfants, ouais. Vous receviez des lettres d'amour de téléspectatrices quand vous présentiez Motus? Attends, je vais être plus précis. Ouais. Vous les qualifiez de femmes mûres, jamais de fraîches étudiantes. Je vais vous rassurer, Thierry. Je vais vous rassurer. Quand on m'arrête dans la rue, quand une très belle jeune fille m'arrête et que je me dis, ah, tiens, c'est sympa, elle me dit toujours, ma grand-mère vous adore. Bon. Et ça, c'est systématique. On va les embrasser. Voilà, femmes, on les embrasse. Thierry, vous savez qu'ici, comme je suis médecin, il y a le secret médical. Hein, je ne peux pas aller non plus vous poser des questions trop intimes sur tout ce que vous avez pu avoir comme problème. Ça, j'y tiens. Vous y tenez et vous savez compter sur moi. Voilà, que ça ne sorte pas d'ici. Que ça ne sorte pas d'ici. En revanche, il m'arrive de faire appel à des confrères qui, eux, se foutent complètement du secret médical et on parle même de secret amical. Regardez. On a tous un grand malade qui sommeille en nous. Cette émission d'une tenue en plus. Ah, ce qu'on est bien chez vous, Michel! Ce soir, nous avons décidé de nous concentrer sur le cas de Thierry Beccaro. Le vieux présentateur de Motus. Grâce à l'aide de 3 spécialistes qui ont accepté de briser le secret amical de notre patient. Le défi est important, hein, mais on va y arriver. Premier élément de notre analyse, Thierry Beccaro souffre de bavardinite. Il a toujours besoin de parler, besoin de discuter avec les gens. C'est quelqu'un d'extrêmement sociable. Par moments, moi je trouve ça génial, mais c'est vrai que par moments, c'est difficile d'arriver à l'heure, vous voyez? Shut up! Par exemple, la dernière fois, je l'attendais, là, j'étais devant le théâtre, et il y avait les types de la voirie qui étaient là. Et puis d'un coup, ils le voient arriver et hop, ils sortent de leur trou et ils commencent à discuter avec Thierry. Et qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre boulot? Qu'est-ce qui se passe dans la voirie? Oh my God! Pourquoi vous faites un trou? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin voilà, et ça dure une demi-heure. Hein. Visiblement, dès qu'on lui parle, il se connecte avec les autres. C'est-à-dire qu'il parle à tout le monde. Il faut savoir dire stop. Il parle à mon chien. Stop. J'espère de tout cœur qu'il ne fera jamais de politique. Au cours de leur examen, nos spécialistes ont également décelé chez notre patient une forme envahissante de jukebox folie. Ah, il adore chanter. Dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi. Tous nos voyages qu'on fait dans la voiture, on met de la musique et alors il est le premier à chanter à tue-tête. Je sais qu'il aime Frédéric François. Vous voulez pas l'album de Frédéric François? Ah si. Eh ben voilà. Chante Jean Ferrat comme personne, enfin, c'est ce qu'il dit, j'attends de voir. C'est incroyable. Je pense que dans les grandes névroses du monsieur, il y a un petit côté chanteur frustré. D'ailleurs, il serait temps qu'il se libère. Dites-moi ça, dites-moi ça. Mon Thierry, mon Jean Ferrat à moi,
Quand est-ce qu'enfin tu vas te décider à chanter? Pour terminer ce diagnostic, nos spécialistes ont enfin découvert chez Thierry Beccaro une fourillarlaxie compulsive aiguë. Quand il a du fou rire, c'est... Ah, c'est terrible. Sur un plateau, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est parti, là. C'est un spécial pompier. Il ne les réprime pas, ces fous rires-là, il les laisse passer. Ce fou rire, moi, je le fuis. Parce qu'en général, quand que je me mets à rire sur un plateau, j'arrive plus à revenir. La transition va pas être facile parce que maintenant... Je commence à le voir qui commence à friser comme ça. Je me dis, oh là 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 là. On va parler de Pins. C'est marrant, c'est drôle de voir à quel point il n'y a pas de gêne par rapport à ça. Alors Michel, ça se soigne? Vous êtes un chanteur frustré? Ah non, frustré, non, non, non. J'ai pas envie de faire une carrière de... Et vous chantez tout le temps? Oui, voilà, je chante assez régulièrement et j'ai besoin d'écouter quand on est en voyage, comme disait Anne Richard, quand on prend le train, bon, je mets mon casque et puis j'écoute la musique classique, Frédéric François. Mais j'ai une playlist très, très, très éclectique. Mon fils m'a fait découvrir du rap, Kerry James, Kendrick Lamar. Ah ouais, vous êtes sorti quand même de la variété française. Vald, qui parle de Motus dans une de ses chansons, mais c'est pas le seul. Hein. Il y en a beaucoup qui citent Motus? Oui, 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 ça fait partie. Ah, c'est culte, hein. C'est culte, on va en reparler. Quelques questions de Tchekhov. Thierry, vous répondez vite, sans trop réfléchir. La dernière fois que vous avez pris votre pied, parce que vous ne devez plus l'avoir en mémoire en plus. Non, je rigole. Non, ouais. Oh Là, vous voyez, là, non. Là, vous voyez, c'est dommage. Parce que c'était pour enfiler ma chaussure gauche, parce que je me suis cassé le pied droit. Sur quoi avez-vous envie de fermer les yeux aujourd'hui? Allez, je peux fermer les yeux sur la maladresse, mais malheureusement, j'ai du mal à les fermer sur tout ce qui se passe en ce moment. C'est compliqué. Je crois qu'il faut les garder bien ouverts. Et à qui avez-vous envie de faire un bras d'honneur? À tous ceux qui manquent de respect. Parce que c'est un mot qu'on a tendance à galvauder. Et il y a des mots comme ça, gentil, respect, gratitude, bienveillance. Ah, on dit oui, voilà. Donc ceux qui n'acceptent pas ces mots-là, je leur dis, on a besoin de ça. Et le pardon, très important. Alors, lors de la dernière émission de Motus, vous vous êtes adressé aux téléspectateurs. Ouais. Vous leur avez dit, prenons rendez-vous un jour, n'importe où, je promets que j'y serai sans faute. Ce rendez-vous, c'est ce soir. C'est gentil, le mec qui pense que déjà vous pensiez à son émission, qui n'existait pas avant, d'ailleurs, au moment où vous êtes parti. Je me suis dit, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc. Ça fait un moment qu'ils ne vous ont pas vu. Est-ce que vous auriez un message à leur adresser, si vous regardez par là? On me pose souvent la question, est-ce que la télé vous manque? Je ne sais pas. Est-ce que je manque à la télé? Je ne sais pas non plus. En tout cas, celles et ceux qui me manquent, ce sont celles et ceux avec qui j'ai travaillé. Voilà, sur Motus, sur Télématin, et puis toutes celles et tous ceux que je rencontre dans les salons du livre, quand je sors de scène et tout. Et ce qui est formidable, ça fait quand même 35 ans à France Télévisions, c'est le lien qu'on a tissé. Et je vois que le fil est vachement solide, quoi. Ça, c'est... Merci. Alors, Thierry, vous ne faites plus de télé, mais je l'ai dit tout à l'heure, vous faites quand même beaucoup de choses. En livre de poche, votre livre très émouvant, dont on va parler tout à l'heure, Je suis né à 17 ans. Vous mettez en scène Corinne Zazarvadjian pour son spectacle Zazarvadjian, un nom à coucher dehors, effectivement, au Mélo d'Amélie. Et surtout, vous jouez dans Faut que ça change, une pièce d'Éric Leroc aux côtés d'Anne Richard, qu'on a vu tout à l'heure, et en tournée partout en France. Faut que ça change, c'est ce qui s'est passé dans votre vie, non? Elle a beaucoup C'est-à-dire que quand changé. je suis allé voir Antoine Boilet, qui est le secrétaire général de France 2, un an avant que j'arrête, je suis allé le voir pour prendre un café. Et au bout de 20 minutes de conversation, je dis à Antoine, tu sais Antoine, en fait ce que je voulais te dire, c'est que cette saison de Motus que je vais présenter sera également la dernière. Au début, il pense à une petite blague, etc. Mais je dis non, voilà, je crois que je suis arrivé au bout du chemin.
Voilà, je veux pas faire l'année de trop. Et puis, je m'étais toujours dit que c'est moi qui prendrais la main. Voilà, que je n'avais pas envie qu'on me tape sur l'épaule en me disant là, ça commence, ça fatigue un peu, là, tu vois. Donc, Ce qui est rare à la télé, quand même. oui, alors je me dis, c'est un jour où il faut avoir un petit peu plus de courage que les autres. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire, après, j'ai dû faire. J'ai présenté 1 an en gardant le secret. C'est-à-dire que le deal que j'avais, c'était on n'en parle pas. Et ça permet de faire une sortie plutôt assez réussie. Et on a bien géré ça avec France Télévisions. Mais c'est France Télévisions que j'ai quitté. Je dis toujours, si jamais on me propose un projet qui m'emballe et qui me permet d'être aussi heureux que ce que j'ai été sur Télématin ou sur Motus, ou 40 degrés à l'ombre et tout, ou pourquoi pas. Mais là, je sentais que j'avais fait le... On était arrivé au bout du parcours. Et sincèrement, quand je vous regarde droit dans les yeux, la télé vous manque parfois ou pas? Non, non, non. Non, vraiment, vraiment. Mais c'est récent. Moi, j'ai fini le 31 août. Ce qui a été douloureux, c'était effectivement la dernière de Motus, à tel point que quand l'information est sortie, c'était très émouvant. Le public dans le studio me faisait la tête pendant que je présentais. C'est-à-dire que je balançais des vannes comme ça, et pas un rire. Donc à un moment donné, j'ai dit non, mais alors attendez, mais c'est drôle là. Attendez, celle-là, elle est marrante. Et je vous préviens, j'en ai encore une liste comme ça, donc il va falloir rire. Hein. Et c'est très touchant, c'est très. Mais voilà, puis c'est pas La vie continue. La vie continue. Alors, on va parler de votre pièce. Un homme, Joe, que vous jouez, Emma, sa femme, interprétée par Anne Richard, avec qui il vit depuis 25 ans. Donc, tout va très bien dans votre couple, jusqu'au jour où votre femme décide tout à coup qu'il faut que ça change. Comme quoi, finalement, tout n'allait pas si bien que ça dans votre couple. Et ce qui est drôle dans la pièce d'Éric Leroc, c'est qu'elle décide que un jour sur deux, pensez-y, docteur, un jour sur deux, il faut qu'on se fasse une surprise. Un jour sur deux. Ouais. Déjà, dans les vieux couples, on a du mal à en faire un par an. Et si je joue pas le jeu, elle s'en va. La valise est prête. Donc pour moi, c'est une catastrophe. C'est l'enfer, quoi. Et elle fourmille d'idées pour mettre du piment un peu. Donc il y a un déséquilibre entre les idées qu'elle a, elle, et les vôtres. Mais dans votre vie, Emmanuel ne vous demande pas une surprise tous les 2 jours. Mais c'est un feu d'artifice tous les jours, Michel. Thierry, on va revenir un peu quand même sur Motus, parce que c'est devenu culte. Vous avez un fan club sur Facebook, il y a une Bécarosphère, il y a des hashtags jamais la boule noire. La boule noire de la vie. Et même sur YouTube, on peut écouter des remixes techno-dance de votre générique pour Bien danser en rave. Alors, on va l'écouter, mais avant, je voudrais, pour ceux qui n'auraient pas connu Motus et le générique, rappeler... Alors maintenant, le remix de Motus. D'accord. Écoutez. Et il y a un clip, hein. Alors, c'est vachement bien. Et alors, vous avez aussi le Motus Electro Remix. On m'a raconté qu'il y avait un DJ qui balançait le générique de Motus et qui arrêtait. Pour que les gens reprennent. Et tout le monde reprenait Motus et tout. Non, mais c'est énorme. C'est dingue. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce métier d'animateur, notamment, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Vous, il n'y a personne qui dit du mal de vous. C'est du boulot, hein. Non, c'est du boulot, oui. Mais franchement, vous êtes respecté, personne ne se moque de vous. Finalement, quand on n'a pas eu une enfance facile et qu'on a sûrement un besoin d'être aimé, un besoin d'affection, c'est quand même extraordinaire, non? Je suis très, très touché parce que c'est vrai que cette période que je suis en train de vivre, depuis la sortie du livre, je le dis comme ça avec beaucoup d'émotion. J'ai l'impression de récolter, c'est vrai, tout l'amour que j'ai
peut-être pas eu comme je le souhaitais, quoi. On va en parler, Thierry, justement. Je suis né à 17 ans, qui est sorti en livre de poche, où vous parlez beaucoup de votre père, un double visage. Hein. Ouais. Vous en avez parlé avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour de cet homme qui, quand on vous écoute comme ça, est extraordinaire. Le double visage, c'est qu'il buvait et quand il rentrait, ça se passait pas toujours très bien à la maison. C'est ce que vous racontez. Tout ce que je fais là, je le fais sans jugement et sans accusation. Si vous lisez le livre, vous verrez que je dis mon père est aussi un homme formidable, sauf que son parcours, ses démons à lui, la jalousie vis-à-vis de ma mère, la jalousie, comme ma mère me dit, un Italien qui était quand même très très jaloux. Et puis son entourage, le soir, après le travail, une tournée, 2 tournées, 3 tournées, et puis ça vrille, quoi. Et il rentrait à la maison et je ne savais pas quand, jamais. C'était pas tous les jours, ça pouvait être un jour sur 2, un jour sur 3. Et le moindre prétexte était... Enfin, c'était la raclée, quoi. C'était quelque chose d'inimaginable. Je ne comprenais pas, comme tous les enfants qui sont victimes de ça, qui ne comprennent pas parce que un enfant n'a pas la structure psychologique pour comprendre ce qui se passe quand on le tape, quand on le fracasse. Moi, je disais toujours, mais qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que de rien faire de mal? J'étais un petit bonhomme. Si vous voyez des photos de moi tout petit, je veux dire, on peut pas. Je fais de la distanciation et je me regarde et je dis, mais comment on peut taper un petit bonhomme comme ça, quoi? On ne touche pas, on touche pas un enfant. C'est le pire des aveux de faiblesse. Mon père, l'alcool le rendait fou. Et puis après, c'est ça qui me rendait fou, moi. C'est qu'il montait me voir après dans la chambre pour me dire qu'il m'embrassait, puis pour me dire qu'il m'aimait. Alors moi, je me disais, ça va, c'est que j'ai rien fait de mal. Parce que forcément, ne comprenant pas ce qui se passait, je pensais que j'avais fait un truc, j'avais fait une bêtise. Et ça, voilà, il y a tellement de choses à dire. Et en même temps, voilà, les jours où il était bien, c'était un mec qui m'a fait découvrir Sinatra, Dean Martin, Brassens, qui était drôle, qui avait du charme. C'est ça qui rend dingue. C'est quand vous ne savez pas si vous allez avoir affaire à Dr. Jekyll ou à Mr. Hyde. Vous le saviez un peu parce que vous le sentiez, quand il rentrait et qu'il avait beaucoup bu, il prenait de la menthe. Ouais, ça, et c'est cette haleine mentelée qui vous faisait penser que ça allait mal se passer. Ouais, Michel, c'était... moi, quand ça sentait la menthe, c'était terrifiant pour moi. Parce que je savais qu'il il avait bu, il avait abusé, quoi. Mais j'avais une nounou qui... Bon, non, il y a, comme on dit, il y a prescription, mais qui nous gardait quand ma mère travaillait le soir à l'armée, il y avait des vacations. Et cette femme qui nous disait soyez sages ce soir, parce que ce soir, c'est votre père qui vous garde. J'ai repensé comme ça à cette phrase. Je me dis, comment est-ce qu'on pouvait dire ça, quoi? C'était presque un aveu, c'était presque... Parce que moi, là, ce que je raconte, ça se passe dans les années 60. Il n'y a pas le numéro 119. Vous avez quel âge à l'époque? Moi, je devais avoir 6 ans. 6. Puis ma petite sœur, 4 ans de moins que moi. Voilà, elle avait 2 ans. Et ça a duré de quand à quand? Il y a eu cette période comme ça jusqu'à, on va dire, 10 ans, 10-11 ans. Puis ça va s'apaiser jusqu'à cet épisode. Alors justement, l'épisode qui fait que vous êtes né à 17 ans, un titre de votre livre. Vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes dans votre chambre, vous entendez un bruit que vous décrivez, un bruit de cavalcade. J'embrasse mon père d'abord, il sent la menthe. Je sens un petit peu... mais bon, je vais passer le bac, donc je vais me coucher. Et à peine couché, j'entends comme une cavalcade dans l'appartement. Et je me dis, je vais aller voir ce qui se passe. Et quand je raconte cet événement, je me dis, mon Dieu, je suis allé voir ce qui se passait, heureusement. Et j'ouvre la porte du couloir et mon père tenait ma mère en joue, quoi, avec un fusil. Comme ça. Et ce soir-là, je suis mort. Là, je veux dire, le coup de fusil, c'est moi qui l'ai reçu, quoi.
Alors mon père a baissé, évidemment, dès qu'il m'a vu, je lui ai dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Et il a baissé Et à partir de là, je suis rentré dans une espèce de... On rentre dans une nuit terrible, où les mots n'existent plus, quoi. Ça s'arrête dans mon cerveau. C'est-à-dire que j'assiste à une scène qui est plus triste que violente. Elle est violente, mais je suis dans un état de sidération qui fait que j'ai la sensation vraiment que ma vie s'arrête, quoi, ce soir-là, en un instant. Donc je vais aller au lycée, j'aurai pas le bac, mais je vais plus parler, Pourquoi je vais plus parler? Parce que c'est impossible. Les copains, ils vont pas vous dire qu'est-ce qui t'arrive, Beccaro, pourquoi tu parles pas? Parce qu'on peut pas leur dire, hier soir, mon père a pris un fusil. C'est impossible de raconter ça. C'est quelque chose que je vais garder pour moi. Longtemps. Et il se trouve que 3 mois après, le mois de juin arrive et mon père, qui a oublié, lui, tout ça. C'est souvent le cas des gens, quand ils ont bu le lendemain, ils ont oublié. Et 3 mois après, mon père me dit, écoute, tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui bosse à France Inter, tu vas travailler à la maison de la radio cet été. Oh là, j'étais furieux, mais je dis, putain, il est gonflé quand même. Il me fait vivre un truc incroyable il y a 3 mois, et puis en plus, il me force à aller bosser à la maison de la radio. Et je vais aller bosser à la maison de la radio, comme régisseur. Je vais noter les références de disques. Et ça va être magnifique. Le soir où votre père tient votre mère en joue avec un fusil, il baisse le fusil quand vous lui dites « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Et ensuite, il se déshabille, il se met en caleçon et il vous parle en vous expliquant qu'il est malheureux. C'est même pas un mea culpa, parce qu'à aucun moment, il ne s'excuse de ce qui s'est passé. Ça, c'est mon grand regret. C'est que j'ai pas pu discuter avec lui. Mais après, on vit avec la peur pendant des années. C'est l'autorité, c'est tous les souvenirs, peut-être que celles et ceux qui nous regardent, certains connaissent ce que je suis en train de raconter. C'est pour ça que quand je regarde le parcours qui est le mien, je me dis, dis donc, c'est pas mal quand même. J'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables sur mon chemin et tout ça, mais tout le monde n'a pas forcément cette chance-là. Mais cette scène était triste. Vraiment, elle était... Et j'ai appris à comprendre. En allant sur le divan, en étant courageux, en acceptant de faire un vrai travail. Pour moi, pour mon entourage, ma femme, mes enfants, pour pouvoir avancer. Et c'est dur. Ce soir-là, votre mère vous dit « Oublie ce que tu viens de voir, va te coucher, il faut que tu prépares ton bac ». Est-ce qu'à un moment, dans cette période de 6 à 11 ans, et puis encore après, vous en avez voulu à votre maman de ne pas vous avoir protégé? Et moi, je m'en suis voulu d'abord à moi-même. Pourquoi? Mais dans mes rêves les plus fous, mais je me suis dit, mais pourquoi t'as pas pris un vase et puis tu lui as fracassé sur la tête? Mais c'est pas possible. C'est impossible. On peut pas être un héros à ce moment-là. L'état de sidération fait que vous ne pouvez rien faire. Toutes celles et tous ceux qui ont assisté ou qui ont été victimes de scènes dites traumatiques savent très bien que à ce moment-là, le corps est vide, le corps est paralysé. Donc ça, c'est moi que j'aurais aimé être un héros, voilà. Donc la colère, oui, j'ai eu de la colère, mais j'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup c'était difficile, quoi. Ça m'a empêché de vivre un bon paquet d'années, quoi. Et heureusement que j'ai découvert le théâtre, heureusement que j'ai pu me réfugier dans la poésie, dans la lecture, Il vous reste des séquelles de cette période? Elle commence à disparaître. Mais quand je parle de la peur, de ce que ça provoque, de ce que ça entraîne, la maltraitance. J'ai été auditionné à l'Assemblée nationale pour en parler avec un médecin qui fait le listing des addictions que ça peut entraîner. Addiction aux médicaments, addiction à l'alcool, addiction au sexe,
addiction, la dépression, tentative de suicide. Je connais un peu tout ça. Je connais les médicaments. Je suis un père médicament, moi, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est souvent croisés, on a souvent blagué. Moi, je ne pouvais pas vous raconter ça, docteur. Mais moi, je savais que pourquoi je suis devenu un peu hypocondriaque, pourquoi j'ai toujours tout sur moi. Anne Richard, elle peut témoigner. Alors, on se moque de moi parce que j'ai tous les médocs de la planète, mais c'est vrai que le jour où on a un souci, hop, j'ai ce qu'il faut. Mais tout ça, maintenant, je le mets, les séquelles qui sont les miennes, c'est-à-dire toutes ces peurs, ces peurs qui m'ont empêché de voyager, qui m'ont empêché comme je le dis, de trouver pendant 28 ans une excuse pour pas faire Fort Boyard. C'était fatigant, quoi. Ça vous faisait peur d'aller affronter Ouais, les puis alors, épreuves? puis à un moment donné, ça y est, j'ai dit, allez, j'ai accepté. Faites-moi un truc plutôt sympa, mais je vais le faire. Et ça a été merveilleux. Prendre l'avion pour faire des grands voyages, mais j'ai mis des années à faire ça. Mais c'est terrible parce que peut-être que la peur, elle vous empêche par rapport à d'autres, elle vous empêche d'avoir confiance. Vous avez pu parler à votre père avant sa mort? Non, je l'ai accompagné. On l'a accompagné avec ma sœur. Je lui ai parlé. Je me souviens très bien en lui caressant le front, comme ça. Il était costaud, mon père. Il a tout eu, l'infarctus, le cancer de la prostate et tout. Enfin, c'était un combattant. Hein. Mais là, voilà. Alors, ça fait une scène assez étonnante. Comme ça arrive à ces moments-là, je dis à mon père, tu peux partir tranquillement maintenant. Tu peux y aller, tu peux partir. Bah, voilà. Et ma sœur en face me dit, mais qu'est-ce que tu lui dis? Enfin, vraiment, ça chuchotait. Bah, je lui dis, quoi? Qu'est-ce que je lui dis? Bah, elle me dit, tu lui dis pas ça. Bah, je lui dis pas quoi? Bah, tu lui dis pas, tu peux partir tranquillement et tout ça. Bah, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Voilà, j'étais plein, c'était très ésotérique. Hein, c'était vraiment, voilà, ça y est, t'as fait le maximum. Pars tranquillement, quoi. On sait que les enfants battus, les enfants maltraités font des adultes, vous l'avez dit, avec des dépressions, avec beaucoup d'angoisse. Voilà, vous l'avez très bien décrit. On sait aussi que ce sont des parents qui ont peur de reproduire le schéma parental. Autrement dit, souvent des parents maltraitants ont été des enfants maltraités. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que à chaque fois que vous aviez un enfant, vous aviez peur vous-même de reproduire tout ça? Ça a été donc vous pourriez me dire, Thierry, de quoi n'avez-vous pas peur? Mais c'est vrai que j'ai eu très très peur d'être père. Hein. Waouh! Parce que je me disais, pourvu que je ne reproduise pas ce que j'ai vécu, quoi. Donc, premier réflexe, pourvu que ce soit une fille. Voilà, c'était Pauline qui est arrivée. Mais je comprends qu'on puisse être inquiet, mais il y a des gens qui reproduisent évidemment ce schéma, ce triste schéma. Mais ça n'est pas une fatalité. Vraiment, on peut avoir subi des violences et être un papa formidable. Voilà. L'autorité, ça passe pas forcément par les coups. Est-ce que quand on a forcément des séquelles psychologiques liées à une période où on a été battu, il arrive d'avoir des idées morbides et de penser au suicide? Oui, ça c'est vrai, ouais. Alors, moi j'appellerais plutôt ça mes gouffres. C'est-à-dire que tout à coup, on tombe dans de moins en moins, hein, parce que maintenant ça va. Je pense que je m'en suis bien tiré. On peut employer le mot de résilience. Mais j'ai encore ce que j'appelle mon sac à dos, beaucoup plus léger. Mais je peux avoir des moments là, je ferme les yeux au moment où je dis ça, où tout à coup, c'est un peu le vide, quoi. C'est le vide. Alors vous êtes aujourd'hui ambassadeur de l'UNICEF pour les enfants. On va rappeler quand même une statistique. Chaque semaine en France, 2 enfants meurent sous les coups de leurs proches ou de leurs parents. Et chaque jour, 200 sont victimes de graves maltraitances. Ce rôle d'ambassadeur de l'UNICEF, ça paraissait évident pour vous? Ouais, mais ça a été une belle... Je suis cette organisation bien avant d'en être un de ses ambassadeurs. C'est un grand honneur, quoi. Ma première mission, c'était la Côte d'Ivoire, il y a pratiquement 1 an. J'adore cette photo, je trouve que... Là, on était dans le secteur de la pédiatrie.
Il y a tellement de choses à faire, mais dans le monde et en France, Michel, et en France. Et je voulais inviter, si tu me le permets, le 28 mars, c'est la nuit de l'eau. Il y a 250 piscines, des fédérations. Si vous allez nager toute la journée du 28 mars, eh bien, vous nagerez pour l'UNICEF et vous nagerez pour les enfants de Madagascar, pour leur permettre d'avoir accès à l'eau potable. Et Dieu sait s'il y a des choses à faire à Madagascar. Hamlet. Mais vous n'êtes pas angoissé du tout. Rien que de regarder Jean-Claude, vous avez les yeux comme ça. Jean-Claude, c'est un de mes anciens patients. Ah, bah, je vois que ça D'accord. s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. Alors Jean-Claude, souvent des questions que moi je ne pose pas, donc il y a la question de Jean-Claude. D'accord. Votre mère, dont vous notez l'absence de réaction face aux situations que vous a fait vivre votre père, est toujours en vie. Vous en avez parlé tout à l'heure. Comment a-t-elle pris ce livre et tout ce que vous dites dedans, notamment sur elle? Alors Jean-Claude, je l'ai averti, je lui ai dit, tu sais, je vais écrire un livre où je vais raconter mon parcours. Et ma mère m'a dit cette chose qui m'a beaucoup touché. Je sais que c'était compliqué pour elle. Ça l'a été encore plus pour la famille. C'est la famille qui a été le plus surprise par ce témoignage, ne comprenant pas trop ce qui me prenait de raconter tout ça. Et ma mère m'a dit, je te remercie d'avoir été bienveillant et d'avoir été épargnant. Vous l'avez Et- épargné. Mais il n'y avait aucun doute pour moi. Mm. Il n'y avait pas de jugement. Ce que j'ai raconté, c'était du factuel pour que, éventuellement, je puisse aider et faire en sorte que ça n'arrive plus. Et si ma mère nous regarde ce soir, je vais dire merci papa, merci maman, parce que grâce à vous, là, ce soir, et depuis un certain temps, ce que j'ai vécu, eh ben, je vais le mettre au service des autres. C'est-à-dire que ça va me permettre d'aider toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. Je vais peut-être pas remplir le vase avec mes petites gouttes, je vais peut-être pas le faire déborder, mais je vais essayer d'apporter ce que je peux apporter. Voilà ce que je lui dirais. Alors Thierry, vous avez libéré votre parole sur le plan personnel grâce à ce livre. Maintenant, on va voir si vous arrivez à libérer votre parole sur le plan professionnel depuis que vous n'êtes plus un animateur télé. Vous allez passer un petit test avec l'aide de Jenny. Vous pouvez nous rejoindre, Jenny. Oui, tout de suite, docteur Venez. Simès. Asseyez-vous dans la chaise. Ça m'emballe pas trop, hein. C'est comme un siège d'avion, mais il n'y a pas d'avion autour. Non, mais parlez-y pas de l'avion, voyez. Bah non, mais je fais exprès. Vous avez passé des années à dire des choses gentilles sur tout le PAF. Hein, vous n'avez jamais vraiment fait de vagues, contrairement à d'autres. Vous avez été motus et bouche cousue pendant 29 ans. Là, vous allez pouvoir libérer la parole un petit peu. On va se parler. Je vais vous poser des questions auxquelles vous me répondrez avec le plus de sincérité possible. Bien, docteur. Sur la fin, vous commenciez à en avoir assez de présenter motus? Non. Vous ne vous êtes jamais lassé de demander aux candidats d'où ils venaient, comment ils allaient et ce qu'ils faisaient dans la vie? Jamais. Et le jingle motus qu'on va... Vous n'aviez pas un jour envie de dire ta gueule? Non, c'est un truc qui gonfle au bout d'un moment, non? Non, honnêtement, non, ça m'a jamais gonflé. C'était comme un signe de reconnaissance dans la rue. Sauf quand les gens le font une fois qu'ils sont passés devant vous et tout ça. Je préfère autant qu'on se marre ensemble. Ah, ils vous faisaient motus? Ouais, puis une fois, alors là, en général, moi, je vais voir les voir, moi. Je dis, mais on peut se parler comme ça, là. Des gens vont se dire bonjour. Charles Bronson. Eh ouais. Vous n'avez jamais eu envie de faire avaler une boule noire à quelqu'un, non? Non, mais ça m'est arrivé d'intervenir pour dire à des candidats Eh, les gars, c'était des mecs, je me souviens très bien, super balèzes et tout. Ils jetaient pas un œil, ils devaient mener 1650 à rien, quoi. Donc je leur ai dit, les gars, souriez un peu, quoi, tout, parce que Ils se la pétaient, quoi. là, c'est vous que ça rend pas sympathique. Entre nous, qu'est-ce que vous avez pensé quand on vous a demandé de prendre une co-animatrice pour vous aider? C'est pas un peu vexant? Pas du tout. Non. C'était Myriam Sora, non. Moi, j'en ai eu beaucoup, hein, des co-animateurs. Justement, Myriam Sera, il y a quand même un truc que vous n'aimiez pas chez elle ou pas? Soyez sincère. Oui, elle passait son temps, elle me bourrait de coups.
mais en riant. Il est con, celui-là, il est con, mais qu'est-ce qu'il est con? Et puis des trucs un peu familiers, quoi. Mais arrête tes conneries, mais... mais je dis, mais arrête. Vous la voyez toujours maintenant que vous êtes plus obligé de la voir? On se voit moins. Forcément, je ne veux pas dire que le téléphone sonne moins, mais forcément, les relations se distendent un peu. Ouais, quand vous n'êtes plus le chouchou. Par exemple, Nagui, qui est le chouchou de la télé. Vous le voyez plus. Si, bah, moi je suis obligé de le voir. On m'impose de présenter des émissions avec lui. En plus. Ah ouais. Tout le monde joue, etc. J'ai beau dire non, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais moi, j'ai jamais vu beaucoup de monde, j'ai jamais eu beaucoup d'affinité avec lui d'amis dans le métier. D'accord. Et particulièrement avec Nagui ou pas? Non. On a commencé ensemble avec Nagui. Je pense que Dr Simas, il veut que vous disiez du mal. Non. Bah, fou, moi, vous savez, l'intérêt avec Nagui, c'est que vous n'avez pas besoin de dire du mal de lui. Il suffit qu'il parle et qu'il présente une émission et tout se passe bien. Qu'est-ce que vous avez fait de pire au cours de votre carrière? J'ai présenté une émission que le producteur me pardonne. J'étais pas très très heureux. C'était le pendant de La Nuit des héros. Ça s'appelait La Nuit des rigolos. Le titre est pas bien. Le titre est pas bien et on se souvient pas du tout de l'émission, c'est ça? Ouais, mais j'en ai fait 3. Dernière question, à qui vous aimeriez dire merci quand même? Merci à ceux qui ont cru en moi, ils m'ont donné la force d'avancer. Et puis merci à ceux qui n'ont pas cru en moi, ils m'ont donné le courage de leur montrer qu'ils avaient tort. Merci Thierry. Merci Thierry. Je sais, Thierry, que vous êtes une pharmacie ambulante, mais vous allez quand même avoir une trousse de secours. Oui, vous dites que vous êtes né à 17 ans. Donc, je me suis dit que de 0 à 17 ans, vous avez dû louper beaucoup de trucs. Donc, dans votre trousse, il y a la photo de René Coty, qui était votre président de 0 à 3 ans. Oh là là, c'est vrai? Oui. Ça casse, hein? Il y a le premier album d'Astérix, Astérix le Gaulois, qui est sorti quand vous aviez 5 ans. Il y a aussi La Grande Vadrouille, qui est sortie quand vous aviez 10 ans. Ah là là! Et 45 tours de Je t'aime moi non plus de Birkins et Gainsbourg, qui est sorti quand vous aviez 13 ans. Très bien. Également, je vous ai rempli votre trousse de boules bleues pour vous aider à avancer sur la grille de la vie. Magnifique. Et j'ai pas mis de boules noires parce que je pense que vous avez eu votre lot. Super, bravo. Merci beaucoup Thierry. Je rappelle le titre de votre livre, Je suis né à 17 ans, qui est paru aux éditions Mon Poche. Vous êtes sur scène partout en France, aux côtés d'Anne Richard, avec la pièce Faut que ça change, mise en scène par Éric Leroc. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Vous devez nous quitter parce qu'il faut travailler. Merci beaucoup. Merci Thierry. Ciao.